bienvenue à toutes et tous sur ce webinaire, donc le dernier avant les congés d'été, qui est le prolongement d'une suite de rendez-vous qu'on vous a donnés, qui ont été fixés à partir de, si ma mémoire est bonne, octobre ou même septembre ou octobre l'année dernière, où on a pu aborder des problématiques qui relevaient de différentes fonctions. On a pu parler achat, on a pu parler RSE, on a pu parler marketing. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la joie, je vais partager mon écran, d'accueillir et de vous faire partager une intervention de nos stars de la direction administrative et financière dans le réseau Flexter, qui sont Guy et Jean-Luc. Alors, j'espère que vous pouvez correctement voir mon écran. Donc, Guy de Georges et Jean-Luc Prieur, qui sont tous les deux DAF à temps partagé dans le réseau et qui aujourd'hui interviennent sur le thème pilotage financier, le kit de survie de l'entreprise pérenne. Alors, je me réjouis vraiment de leur intervention parce que vous allez le voir, finalement, les problématiques de pilotage financier, on a beau se dire que c'est quelque chose qui est central dans la gestion de l'entreprise. Nous, au quotidien, on se rend compte que toutes les entreprises ne sont pas forcément bien outillées pour faire face ou du moins pour posséder la visibilité correcte sur leur activité. Eh bien, c'est pour ça qu'on a communiqué sur ce webinaire à l'aide de petites illustrations qui vont revenir dans la présentation. Bonjour Laurent, enchanté, bienvenue. Et donc voilà, ça va être, voilà, ça doit être de la finance. C'est pas pour autant que ça doit être triste. On va partager avec vous les joies et les peines de certaines entreprises face à leur pilotage financier. Mais avant tout, ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter en synthèse, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, le réseau Flexter, avant de passer la parole à Guy et Jean-Luc. Alors, notre réseau intervient parce que la plupart du temps, le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise est face à une problématique de temps ou de manque de compétences présentes dans l'entreprise, parfois parce qu'il ou elle réalise plusieurs missions au sein de l'entreprise, par exemple les missions de l'ordre de la finance, ou bien parce que pour un problème ponctuel, il peut manquer une des fonctions dans l'entreprise et il va falloir pouvoir faire avec. Et dans les structures disons, de taille moyenne à plus petite, on ne va pas forcément vouloir prendre quelqu'un en remplacement à 100% du temps. Et c'est là, nous, où on peut intervenir avec nos experts pour apporter l'expertise et la compétence nécessaires à la dirigeante ou au dirigeant d'entreprise. L'objectif, c'est que le dirigeant ou la dirigeante se concentre vraiment sur le cœur de son activité, qui va être le développement de son entreprise. Alors, le temps partagé, c'est une manière de travailler qui va nous permettre, à nous, intervenants, d'être présents dans l'entreprise, je dirais moralement, et quelques jours par mois, par semaine ou par an, physiquement, ou même à distance, mais d'avoir, disons, d'être investi d'une mission, même si on n'est pas 5 jours sur 5 dans une entreprise et même si on n'est pas salarié. Notre vocation, c'est vraiment à la fois la mise en place d'une réflexion stratégique, mais aussi le suivi opérationnel de tous les sujets et aussi managérial, bien sûr. Alors, pour ce faire, eh ben, moi, j'ai réuni dans l'équipe Flexter des professionnels qui sont indépendants. Hein, on n'a pas de personnel salarié chez Flexter. On a tous exercé des responsabilités pendant un bon nombre d'années dans des grands groupes et ou dans des PME. Pour beaucoup, on a siégé en comité de direction. C'est mon cas et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et donc, l'avantage finalement d'avoir eu une expérience multiple, souvent multisecteur et longue et large, nous permet d'intervenir très rapidement chez nos clients.
Donc, on ne peut pas se permettre, quand on intervient chez nous en temps partagé, de prendre 3 mois pour faire le tour d'une problématique. On est bien obligé de se mettre tout de suite dans le bain, surtout qu'on a des parties, des contenus opérationnels aussi à mettre en œuvre. Alors, quelles compétences qui sont présentes dans le réseau? Eh bien, on va avoir le marketing qui va être offline ou digital et la communication. Ça, c'est ma compétence première, donc c'est la première qui a été présente dans le réseau. Des compétences commerce, export, finance, c'est de ce dont on parle aujourd'hui, juridique. On a des DSI, on a des DRH, on a même des personnes spécialistes en diversité et inclusion dans l'entreprise, un directeur industriel, des directeurs achats et supply chain, des responsables qualité, un responsable RSE et même un responsable affaires publiques. Donc, on peut couvrir un ensemble de problématiques larges dans la PME principalement. Et comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients? On a divers types d'offres à disponibilité. Le temps partagé à proprement parler, c'est vraiment le fait pour une entreprise d'intégrer un profil expérimenté, pas forcément à plein temps, mais dans une démarche, je dirais, de moyen-long terme. On a la possibilité avec Flex Solutions d'intervenir sur un sujet ponctuel. Hein, on peut manquer de ressources à un moment sur un projet qu'on va mener de A à Z. On peut aussi intervenir pour coacher vos équipes et les faire monter en compétences. Et là-dessus, j'insiste. Donc ça, c'est Flex Coach. Mais notre offre Flex Tandem, elle est très intéressante pour des petites, moyennes sociétés qui ont intégré des juniors, qui soient alternants ou qui soient en CDI, et qui ont besoin d'un accompagnement pour ces juniors parce que quand on est à la tête de l'entreprise, on n'a pas forcément le temps ou la compétence. Je prends l'exemple dans le marketing de piloter un alternant ou une alternante sur une fonction marketing communication. Eh bien, nous, on se propose de le faire à raison de quelques heures par semaine et d'effectuer un suivi, un pilotage de vos juniors. On intervient aussi, bien sûr, en mode conseil sur toute la partie stratégie. Ça, c'est un peu la première étage de notre fusée d'accompagnement. Et puis, on peut intervenir aussi en transition. Comme je vous le disais, vous avez une personne qui manque dans vos effectifs. On sera en temps partagé, mais on pourra remplacer la personne 2, 3, 4 mois, 5 mois si nécessaire. Moi, ça m'est arrivé pendant 11 mois. Voilà. Sans plus attendre, alors pour avoir nos contacts, ça vous les aurez dans toutes les communications et vous pourrez scanner ce QR code lorsque vous visionnerez le replay. Sans plus attendre, je vais quitter cette présentation et passer la parole à Guy de Georges et Jean-Luc Prieur qui vont pouvoir enchaîner sur notre webinaire sur le pilotage et le kit de survie de l'entreprise pérenne. C'est à vous, messieurs. Donc, Guy, je te laisse te présenter en premier. Je vais déjà, dans un premier temps, aussi partager mon écran. Alors. Entendu, micro branché, donc je suis prêt. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire en compagnie de mon camarade Jean-Luc. Donc 2 mots de présentation pour chacun d'entre nous. Je m'appelle Guy de Georges, je suis directeur financier à temps partagé depuis 2009, également enseignant pour transmettre au CNAM et à Schema Business School. J'ai le plaisir d'animer la tribu de mes congénères de l'Association nationale des directeurs financiers, où je m'occupe du groupe des DAF, mais en temps partagé. Alors, comme Jean-Luc, je suis en compétence pour intervenir dans toutes sortes de TPE, PME, start-up, mais tout particulièrement quand même des start-up, des entreprises innovantes dans le domaine de la culture et aussi des entreprises en retournement. Donc, merci Guy pour cette présentation. Donc, moi, je suis donc Jean-Luc Prieur, je suis directeur administratif et financier en temps partagé depuis 2016. Je suis comme Guy aussi enseignant, par contre, à l'Université de Paris-Nanterre et au CESI, École d'ingénieurs, sur la partie analyse financière. J'ai travaillé uniquement dans l'univers des PME, donc jusqu'à 250-300 personnes. Donc, ce qui me permet en tant que DAF d'avoir complètement maîtrisé tous les sujets des différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, avec notamment
une appétence plus sur tout ce qui concerne la fabrication et la production. Voilà pour ma présentation. On a décidé avec Guy de vous parler sur ce kit de l'entreprise pérenne du quoi qu'il en coûte dans un premier temps, parce que le quoi qu'il en coûte qui a été mis en place donc par Emmanuel Macron suite à la crise de la Covid, ça a quand même un coût financier relativement important pour l'État français et notamment toutes nos entreprises ont pu pouvoir en bénéficier assez largement. En gros, pour l'instant, c'est 240 milliards d'euros de mesures de soutien aux entreprises. Et sur ces 240 milliards, on a un tiers qui a consisté à maintenir le pouvoir d'achat des salariés sous deux formes. La première forme, c'était le chômage partiel, qui a bénéficié à bon nombre de salariés. Et Dieu merci, heureusement qu'il y a eu ce chômage partiel. Sans ça, on aurait eu des entreprises qui auraient été en très, très grande difficulté. Et une autre partie, comment je veux dire, de ces subventions, ça a été le fonds de solidarité dont toutes les, comment je veux dire, beaucoup d'indépendants ont pu pouvoir en bénéficier tout au long de cette période. Et le deuxième tiers que l'on a de mesures de soutien, c'est 160 milliards de prêts, dont en gros 143 milliards liés pour le prêt garanti par l'État. Et ce prêt de, comment je veux dire, ce PGE a bénéficié à environ 700 000 entreprises en tout en 2021. Alors bien évidemment, ce quoi qu'il en coûte, il faudra bien le rembourser un jour. Son remboursement est déjà plus ou moins prévu puisque il va venir, alors c'est pas énormément passé dans les médias, on peut le reconnaître, mais il est prévu que ce remboursement, comment je veux dire, du quoi qu'il en coûte, intervienne à la suite du remboursement de cette petite contribution qui a été créée en 1996 par Alain Juppé, qui s'appelle la CRDS. Et la CRDS devait avoir normalement, je veux dire, une durée de vie de 13 ans, mais au fur et à mesure du temps, elle a été prolongée. Mais il était quand même prévu une fin de remboursement de notre dette sociale en décembre 2024. Pardon. Donc, une échéance relativement proche. Mais par contre, il a été décidé de proroger ce remboursement de la CRDS, non plus pour rembourser la dette sociale, mais rembourser la dette Covid. Donc, on va l'appeler maintenant la dette CADEC et non plus la dette CADES. Et cette prorogation a déjà eu lieu puisqu'elle a été notifiée jusqu'en décembre 2033 et il y a même un projet qui court actuellement pour un remboursement jusqu'en 2042. Donc, notre dette sociale, le quoi qu'il en coûte, ben bien évidemment, il faudra le rembourser et on le remboursera indirectement par cette CRDS qui va être maintenue encore de nombreuses années. Le quoi qu'il en coûte, c'est aussi une baisse du chômage. Donc, il y a eu des effets positifs puisque les entreprises ont été aidées et ça a permis un retour, entre guillemets, pas tout à fait au plein emploi puisqu'on a encore un taux de 7,3% de chômage, mais une diminution de notre chômage de façon relativement importante grâce au quoi qu'il en coûte. 2021, c'était aussi une année de croissance, alors à 7%. Donc, il y a très, très longtemps que la France avait eu cette croissance de 7%. Et malheureusement, pour 2022, la guerre en Ukraine ne prévoit qu'une croissance qu'à 2,3%. Donc, tout ça pour vous dire que le quoi qu'il en coûte de la dette de Covid que l'on vient de subir, entre guillemets, eh ben, il faut qu'en termes d'entreprise, on soit complètement structuré pour piloter correctement nos sociétés de façon à anticiper, et notamment c'est aussi le but de l'intervention, comment je veux dire, de Guy ce matin, ce sera sur les remboursements des PGE. Puisque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont sollicité le PGE, elles n'en avaient pas spécialement toutes besoin au niveau en termes de trésorerie. Certaines l'ont fait par mesure de précaution, elles ont eu entièrement raison de le faire, mais ceci dit, le PGE, il va falloir le rembourser.
Guy. Donc, merci Jean-Luc. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous entrons dans une période quand même d'incertitude pour plein de facteurs. Je vais les rappeler rapidement parce que l'on est plus pour apporter des solutions que faire le constat, mais quand même, le constat est important, que la guerre en Ukraine, la reprise de l'inflation, la hausse des taux. Beaucoup d'entre vous, dans les secteurs industriels, ressentent, éprouvent au quotidien des difficultés d'approvisionnement en matières premières, en équipements, etc. La dette publique commence à redevenir un sujet, et donc incertitude des politiques publiques en termes d'aides aux entreprises sur l'avenir, et sans compter des nouvelles vagues virales. Certains d'entre nous aujourd'hui en souffrent. Donc courage, bon courage à eux. Bon courage à eux qui peuvent apporter de nouvelles incertitudes. À la sortie de ces 2 années de pandémie, tout le monde n'a quand même pas été touché de la même manière. Certains secteurs s'en sont finalement pas trop mal sortis, évidemment sur le web, sur tout ce qui est distanciel, mais aussi j'ai des clients dans la librairie qui finalement ont fait de bonnes années en se repliant sur des modèles d'affaires d'envoi à distance et ont profité des aides. Donc on ressort de cette période finalement avec de bons bilans. En revanche, beaucoup d'entreprises de certains secteurs que je rencontre ont beaucoup souffert dans le spectacle vivant, l'événementiel, l'hôtellerie, la restauration. Donc, tous ces chiffres globaux, on rencontre au quotidien une grande diversité de situations et des entreprises qui doivent non seulement faire face aux conséquences de 2 années de Covid, mais au changement de comportement des consommateurs. Par exemple, est-ce que les spectateurs retrouvent vraiment, c'est pas le chemin des salles, dans le cinéma, dans le spectacle vivant. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous devront faire, là ce sera le rôle des hommes et des femmes de marketing, n'est-ce pas Audrey, de les aider, de s'adapter aux nouveaux comportements de leurs clients. Mhm. Donc ceci dit, revenons à l'argent. De manière contre-intuitive, les entreprises en général ont plus de trésorerie qu'il y a 2 ans. Pourquoi? Comme l'a dit Jean-Luc, beaucoup d'entreprises ont pris des PGE par précaution et l'ont gardé. Donc on peut avoir chez certaines entreprises paradoxalement un optimisme, sachant que la trésorerie, cet afflux de trésorerie, cet afflux de cash, parce que les PGE, c'était difficile de ne pas obtenir un PGE en 2020-2021. Il fallait vraiment avoir un très mauvais dossier. Le taux de refus des banques a été de 3% seulement. Donc, beaucoup d'entreprises sont en perte de rentabilité qui est masquée par un afflux de trésorerie, et elles n'ont pas les outils de pilotage pour vraiment se rendre compte et donc préparer l'avenir. Et cet avenir, il faut quand même le préparer. Nous avons, les uns et les autres, 143 milliards à rembourser. Sur ces 143 milliards, seulement 15% environ des entreprises ont choisi de rembourser immédiatement à la sortie de crise. Toutes les autres étalent. Et là, on a une grande étale sur jusqu'à 6 ans. Et là, on a une grande incertitude. Et toutes ces entreprises qui sont en survie artificielle avec les aides de l'État, c'est dur à dire, hein, mais certaines sont déjà mortes sans le savoir. Moi, je rencontre au quotidien parmi mes clients, avec les dispositifs d'aide de la ville de Paris auxquels je participe, des entreprises qui auront extrêmement de mal à se redresser à cause de leur perte de rentabilité, leur perte de clientèle et leur endettement. Bon, on se bat évidemment pour les aider, mais certaines situations sont difficiles. En revanche, pour les autres, il est temps, mais tout est une question d'anticipation, de mise en place d'outils de gestion dont Jean-Luc va vous parler. Merci Guy. Voilà, donc comme l'illustre la slide, et je veux dire, et c'était l'objet de communication qu'avait choisi, comment je veux dire, Audrey, c'est qu'il ne faut pas que les entreprises
fasse, entre guillemets, la politique de l'autruche. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme vient de le dire Guy, il y a de la trésorerie dans certaines entreprises, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas d'outils de pilotage. Moi, je suis quand même assez effrayé de constater parmi une grande partie de ma clientèle que les gens, souvent, n'ont pas de mise en place de budget. Ils ne savent pas comment ils vont faire leur année. Ça, c'est quelque chose qui m'effraie toujours, qu'un entrepreneur, n'ait pas mis en place de budget. Alors, bien évidemment, s'il n'a pas de budget pour prévoir, pour anticiper, je veux dire, son activité, alors on ne parlera même pas des entreprises qui ont une activité cyclique, parce que là, c'est d'autant plus déterminant. Mais comme elles n'ont pas de budget, bien évidemment, elles ne font pas de suivi budgétaire et elles n'établissent pas de reporting. Et ça, c'est quand même assez impressionnant de voir que bon nombre d'entreprises, et puis on ne parle pas de la TPE qui a 2 salariés, on parle d'entreprises qui ont entre une cinquantaine et une centaine de salariés qui génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires et qui, entre guillemets, pilotent leur entreprise à la petite semaine. On a de la trésorerie, ça nous suffit. Je veux dire, mais on ne va pas aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire, ce que l'on va faire. On ne se donne pas des objectifs et un budget, ça sert quand même à se fixer des objectifs, à voir où est-ce que l'on veut aller. Notre suivi budgétaire, il va nous permettre de confronter la réalité par rapport à notre budget. Et quand on fait notre suivi, je veux dire, régulier, comme je le mets là, un minima d'un point de vue trimestriel, ça permet de réajuster régulièrement par trimestre, je veux dire, son activité et de prendre des actions correctives si jamais on est en retard par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés. Alors, j'aurais tendance à dire, oui, là, on est début juillet, c'est très bien, il faudrait à minima faire une situation semestrielle, c'est-à-dire voir au 30 juin où est-ce que l'on en est, je veux dire, et de façon à pouvoir anticiper les vacances. Parce que les vacances, c'est toujours des périodes difficiles, des périodes où il faut gérer, je veux dire, où on fait souvent un peu moins de chiffre d'affaires, mais les charges fixes, elles sont toujours présentes. Donc, il faut les anticiper et il va falloir les anticiper aussi d'un point de vue de trésorerie. Et on va faire une situation donc, au 30 juin, moi c'est ce que je préconiserais, et de faire bien évidemment aussi une situation au 30 septembre. Et cette situation au 30 septembre permettra bien évidemment d'anticiper notre résultat de fin d'année. Et il est beaucoup plus facile au mois d'octobre, comment je veux dire, d'intervenir pour vérifier son résultat que l'on va avoir en fin d'année, plutôt que d'attendre que son expert comptable ait fait bien gentiment son bilan au mois de mars ou au mois d'avril de l'année d'après, et puis on va constater, ah ben oui, au mois de mars ou au mois d'avril, ah ben cette année, j'ai fait des pertes. Alors que si j'avais mis un minimum d'outils de pilotage, on aurait pu savoir par anticipation le résultat que l'on va obtenir en fin d'année. Et ça, je suis quand même relativement toujours surpris, et ce n'est pas Guy qui me contredira sur le sujet, de voir que bon nombre d'entreprises, je veux dire, n'ont pas de suivi budgétaire de leur activité. Alors, ça, c'est un premier point. Autre point que l'on n'a pas non plus, comment je veux dire, c'est sa trésorerie. Je veux dire, aujourd'hui, on a de la trésorerie, donc tout va bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'optimiser, cette trésorerie? Est-ce qu'on ne peut pas aller regarder si dans nos procédures que l'on a, on fait bien tout correctement? Donc, est-ce que quand on a une commande, est-ce que cette commande, elle passe bien en production? De la production, est-ce qu'elle passe bien en facturation? Et est-ce que la facture, elle est bien envoyée rapidement au client? Et est-ce que l'on va suivre ces encaissements clients? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on suit bien ses clients? Est-ce qu'on applique bien des procédures pour relancer son client? Est-ce qu'on va lui envoyer éventuellement, pour un client qui paierait à 30 jours, quelques jours avant, un simple relevé de facturation pour lui rappeler que, en fin de compte, vous savez, vous avez votre facture qui arrive bientôt à échéance et indirectement, ça lui fait penser
au fait qu'il faut à votre client qu'il paye sa facture. Pardon. On a le phénomène aussi, c'est quand une facture est payée en retard, est-ce qu'on fait bien des procédures de relance? Est-ce que tout est OK pour que l'on puisse percevoir le recouvrement de notre facture? Donc ça, on va le faire au niveau des clients, mais on va le faire aussi au niveau des fournisseurs et on va aussi le regarder au niveau de la rotation de nos stocks. Et on va essayer d'optimiser un maximum notre BFR. Par l'intermédiaire aussi de nos budgets que l'on a pu voir sur la slide précédente, on va pouvoir prévoir et planifier notre trésorerie. Il est évident que quand on fait un budget, on prévoit d'autant plus un budget de trésorerie. Et le budget d'exploitation est important, mais le plus important, ça reste pour moi quand même le budget de trésorerie. D'autant plus si on a une activité qui est saisonnière. Prendre l'exemple, je veux dire, prenez un chocolatier. Un chocolatier, il va vendre essentiellement au moment de Pâques et puis au moment de Noël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour qu'il puisse vendre à ces périodes-là? Eh bien, il va avoir anticipé, bien évidemment, ses achats de matières premières. Il va fabriquer ses chocolats et il ne les vendra qu'après coup. Donc, en attendant, il aura fallu qu'il finance ses achats de matières premières, qu'il finance son exploitation par la fabrication et il n'en récupérera le fruit dans sa trésorerie que quand il aura vendu ses chocolats. Et ce qui est l'exemple là pour un chocolatier, il y a plein d'autres activités où on est exactement dans le même mécanisme. Alors, c'est du chocolat, là, mais dès qu'on a une production cyclique et qu'on a un cycle de production, la trésorerie, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper au plus juste. Et nous avons aussi quelque chose comment je veux dire, les entreprises ont tendance à sous-estimer, c'est la détermination des prix de revient. Globalement, les entreprises vont gagner de l'argent, mais elles ne vont pas savoir où elles vont gagner de l'argent. Et ça, moi, pour l'avoir fait maintenant depuis de très nombreuses années, y compris dans les sociétés quand j'étais salarié, on ne gagne jamais de l'argent sur les produits où on croit en gagner énormément. Et inversement, les produits où on pense ne pas gagner d'argent, c'est là où on en gagne le plus possible. Souvent, la détermination des prix de revient, c'est quelque chose qui est complètement occulté, je veux dire, par les entreprises. On va regarder globalement, mais on ne va pas savoir où on va gagner de l'argent. Alors, gagner de l'argent, déterminer les prix de revient, on peut le faire au niveau, comment je veux dire, de chaque produit, en fonction des conditionnements, des quantités, enfin des types de produits. Mais quand on est une société de services, on peut le faire très bien au niveau des services. Vous allez prendre quelqu'un qui va avoir une quinzaine de succursales. Eh ben, on peut très bien faire comment je veux dire, une petite gestion analytique, je veux dire, et déterminer des prix de revient par centre de coût. C'est des éléments qui sont quand même relativement importants et que les dirigeants d'entreprise ont tendance à sous-estimer. Ce que l'on verra aussi et ce que l'on constate, c'est que souvent, les entreprises ont un peu de mal à vouloir se moderniser, notamment améliorer l'outil de production. Et quand on va améliorer son outil de production, quand on va le gagner, comment je veux dire, on va être beaucoup plus performant avec cet outil de production, mais bien évidemment, on va gagner en productivité. Et cette productivité-là, vous la retrouverez dans vos prix de revient et vous la retrouverez dans la rentabilité de votre entreprise. Donc, globalement, avant de passer la main à Guy, je veux dire, les outils de pilotage sont quelque chose qui sont très, très importants pour une entreprise et ne pas les mettre en place, c'est, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, c'est se tirer une balle dans le pied parce que tant qu'on aura de la trésorerie, tout ira bien, mais on ne pourra pas anticiper nos difficultés de trésorerie si on n'a pas un minimum d'outils de pilotage. Guy, est-ce que tu veux prendre la suite?
Là, on parle de finances et arrive le moment, on essaie de le repousser, mais on en retombe toujours là, il faut montrer des chiffres. Donc, regardons des flux de trésorerie. Là, j'ai modélisé une situation que je rencontre beaucoup dans mes travaux avec les clients aujourd'hui et qui illustre un fondamental, une question qu'on doit se poser en regardant les années qui vont venir. Est-ce que nos cash flows vont-ils permettre le remboursement des échéances de prêt? Et ça, c'est la question numéro 1 à se poser, et surtout, comme on le disait, en période où on va avoir des charges de remboursement assez importantes. Donc, c'est un tableau de flux de trésorerie. Pour faire un tableau de flux de trésorerie comme ça passe évidemment par les mesures dont Jean-Luc a parlé, savoir faire des budgets sur l'année et pouvoir modéliser, malgré toutes les incertitudes qu'on a, mais on est obligé de le faire, pour les années qui viennent, quels seront notre chiffre d'affaires et quels résultats on peut espérer. Et là encore, il faut sortir de la politique de l'autruche, il faut anticiper, redevenir le maître des horloges pour pouvoir dialoguer d'une manière pertinente et courageuse avec les partenaires financiers, qu'ils soient actionnaires, qu'ils soient banquiers ou d'autres institutions financières plus publiques, pour trouver des solutions. Donc, sur ce tableau de flux de trésorerie, 3 années, 2021, 2022, 2023, on prend le cas d'une entreprise, on est 1 millier d'euros, qui a perdu encore en 2021 100 000 euros de trésorerie, de résultats, excusez-moi. Une perte de 100 000 euros. Une perte de 100 000 euros, ça ne veut pas dire que la trésorerie diminue de 100 000 euros. Puisque d'abord, on doit faire une correction, enlever les dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements, c'est dans les comptes de l'entreprise, toutes des charges calculées, mais qui n'impactent pas le cash. Ainsi, on calcule la CAF, ce qu'on appelle une capacité d'autofinancement. On corrige de la variation des besoins en fonds de roulement, donc de quoi est-ce que nos clients, par exemple, ont payé plus ou moins un taux? Est-ce qu'on a dû surstocker en période de pénurie ou non? Et on arrive enfin à ce qu'on appelle, et c'est très important de les calculer, un free cash flow. C'est le cash dégagé par l'exploitation de l'entreprise et ou alors la consommation de trésorerie de l'entreprise durant une période donnée. Ici, on a une perte de 100 000 euros, mais on a une consommation de cash par l'entreprise sur cette même période, sur l'année passée, de 60 000 euros. Heureusement, dans ce cas-là, l'entreprise partait en début d'année avec des réserves d'oxygène, 100 000 euros, mais avec une consommation de cash de 60 000, on se retrouve avec une trésorerie plus réduite de 40 000 euros en début d'année. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer en 2022 ? On rencontre beaucoup d'entreprises qui retrouvent de la rentabilité, le chiffre d'affaires repart, même s'il y a moins d'aide et moins de subventions, et donc qui vont commencer à faire un petit résultat, ici, par hypothèse, 10 000 euros en 2022 et 100 000 euros l'année suivante. Donc, on a des capacités d'autofinancement positifs, et c'est très sain. On trouve des entreprises ici qui structurellement régénèrent de la trésorerie, qui est tempérée parce que quand le augmente, généralement, les stocks réaugmentent, les sommes dues par les clients. Donc, on retrouve des free cash flow qui sont positifs, peut-être encore faibles en 2022 et qu'on espère plus fort en 2023. Ici, 95 000 euros. Le problème qu'on retrouve, que j'ai retrouvé sur les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé récemment, dans le retail normalement, c'est qu'on se retrouve face aux masses de PGE à rembourser dans les années qui viennent. Si vous n'avez un free cash flow que de 5 000 euros sur l'année, votre entreprise gagne de l'argent, mais vous devez en rembourser 100 000, eh bien vous avez un problème, vous allez vous retrouver dans des zones avec une trésorerie négative, ce qui ne sera pas forcément autorisé par les banques. Sachant que la trésorerie négative, pour une entreprise,
le découvert court terme est toujours une mauvaise solution puisqu'il peut être révoqué par la banque sous 60 jours. Et ici, en 2023, imaginons, là, c'est une situation, on commence à rembourser un PGE en milieu d'année, 100 000 euros. 2023, on est en pleine année de remboursement, 200 000 euros. Situation économiquement bonne, 95 000 euros de free cash flow, mais financièrement mauvaise. On doit rembourser aux banques plus que ce qu'on gagne. Donc, à ce moment-là, que faire? On va essayer de trouver quelques slides suivantes, quelques éléments de réponse. Merci Jean-Luc. Que faire? Effectivement, faire le plein d'oxygène, c'est notre oxygène. Donc d'abord, identifier nos quick wins, donc des gains ponctuels qui nous permettent, au-delà des mesures de restructuration, diminuer les charges rapidement. Ça peut être des négociations, j'ai vu le cas pour un organisme de formation récemment, faire pression sur le locataire de salle de formation pour diminuer, pour redimensionner et économiser des loyers, renégocier les contrats fournisseurs et retravailler sur tous les budgets variables. C'est aussi scanner tous les dispositifs de financement public. Certes, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, mais on est dans un pays où on a environ 20 000 dispositifs d'aide publique. On a énormément d'aides qui sont à la disposition des entreprises, qui continuent, et beaucoup d'entreprises ne savent même pas qu'elles y sont éligibles. On a pour la région Île-de-France les dispositifs TPE, les dispositifs PME, pour des entreprises techno, le concours E-Innov, beaucoup d'aides régionales. Là, j'ai travaillé pour un fabricant de savon bio dans l'ensemble de la France, à une aide gérée par BPI France pour mettre au point de nouveaux savons avec de nouveaux ingrédients, des plantes locales. Donc, énormément à faire. Donc, il faut vraiment voir ce qu'on peut mobiliser. Est-ce qu'on répond? Elles sont identifiées, par contre, il faut monter les bons dossiers et vraiment voir si on répond aux conditions d'éligibilité, que ça soit par l'activité et financière, puisque pour avoir des aides, il faut quand même, paradoxalement, dans beaucoup de cas, avoir de l'argent. Donc, c'est souvent soumis à des conditions de fonds propres. Optimiser son BFR, donc je passe rapidement parce que Jean-Luc en a déjà un petit peu sur les relances clients. Aussi utiliser, nos amis des URSSAF et le Trésor public sont finalement de bons créanciers. Il ne faut pas en abuser, mais ça peut être précieux pour négocier des échéances sur quelques mois et gagner un petit peu de temps avant le temps que des mesures plus pérennes prennent leur place. Et surtout, c'est le moment de travailler sur les renégociations d'emprunts. Souvent, ça va être plus facile de renégocier des emprunts que de demander de nouveaux emprunts. Ça va dépendre de la qualité des comptes 2021. Et comment fait-on pour renégocier ces emprunts aujourd'hui? Eh bien, on fait appel au médiateur du crédit des entreprises. C'est une procédure qui est ouverte depuis mi-février 2022. C'est confidentiel et cela concerne des PGE qui ne dépassent pas, pour le médiateur, en ce qui concerne la compétence du médiateur du crédit, pour des montants qui ne dépassent pas 50 000 euros. Pour des montants de plus de 50 000 euros, on peut passer par un conseiller départemental à la sortie de crise. Donc, ce sont des démarches qui peuvent s'avérer nécessaires. Ça veut dire gagner du temps, le temps que la rentabilité remonte, et réétaler sur, par exemple, 2 ans de plus, le remboursement des PGE pour mettre en résonance ces remboursements et ses capacités de remboursement. Donc, ça ne va pas se faire de manière dilettante en appelant, ça va se faire en montant
un dossier qui soit vraiment convaincant, à la fois pour présenter aux interlocuteurs bancaires et les médiations, au conseil départemental, à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan financier. Donc, je pense que c'est un véritable business plan qu'il faut alors monter pour monter la qualité de l'entreprise, sa stratégie de redressement et les conséquences. Et d'une manière très stricte et sérieuse, les conséquences financières. Et sinon, il y a d'autres possibilités. Jean-Luc, si tu veux bien poursuivre, c'est la conciliation. Alors, la conciliation, c'est un dispositif. Alors, il y a différentes formes de conciliation au tribunal du commerce. C'est soit la conciliation, existe aussi le mandat ad hoc, selon la situation juridique de l'entreprise. Et c'est très peu utilisé par les PME et les TPE. Et c'est très dommage, puisque ce sont des démarches qui sont couronnées par un taux de réussite qui est d'environ 70%. En quoi ça consiste? C'est une négociation qui est encadrée avec les principaux créanciers de l'entreprise. Et là, dans la pratique, des situations qu'on rencontre, ce sont souvent les banques. Ça se fait en parallèle de négociations avec les créanciers publics, que ce soit les créanciers des caisses sociales ou le trésor public. Ça peut marginalement englober quelques fournisseurs importants, mais assez peu les fournisseurs en pratique, puisque l'avantage de cette démarche, contrairement au tribunal de commerce qui sont publics, c'est que là, c'est confidentiel. Au moment où on parle, dans des salles de réunion, on a des chefs d'entreprise qui discutent avec leurs créanciers pour trouver des solutions. Ils ne discutent pas seuls, ils sont assistés par des conciliateurs ou mandataires ad hoc qui sont nommés à leur demande par le tribunal de commerce. Donc, ce sont des professionnels et qui aident pour le succès de ces démarches qui reposent sur la bonne volonté des parties, le pouvoir de conviction et le sérieux de l'entreprise qui va demander un effort supplémentaire à ces banquiers dans l'intérêt de tous. L'avantage du banquier étant d'être remboursé in fine, même si ça va prendre un petit peu plus de temps. Et donc, l'issue de cette démarche, c'est d'arriver à un accord qui va permettre à l'entreprise de faire le plan d'oxygène et de disposer de plus pour rembourser ses dettes, que ça soit des PGE, que ça soit d'autres emprunts qui étaient soit des équipements ou autres, ou que ça soit des dettes seniors, par exemple, d'acquisition de l'entreprise pour des et là, j'ai travaillé sur ces processus. Je veux dire que ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à conclure. Donc là, il faut qu'on reparle, il faut quand même qu'on fasse. Là, on a. C'était bon, Jean-Luc, tu es reparti en terre. Ouais. Voilà, super. OK. Puisque bon, là, on fait aussi, pour rien vous cacher, on fait un petit peu de commerce nous-mêmes. Et Jean-Luc et moi avons mis au point une aide, mais qui paraît, c'est le moment d'en profiter. Le premier impératif, c'est d'y voir clair, c'est de faire un diagnostic rapide et efficace de la situation financière de l'entreprise. On sait faire ça de manière réactive et efficace. Ça passe par des entretiens avec le dirigeant, l'étude des documents dont on dispose. Et le livrable, c'est un document écrit qu'on discute évidemment avec le chef d'entreprise pour dire voilà où on en est et voici nos préconisations. Ce n'est pas des préconisations hors sol, c'est vraiment pragmatique, renégocier tel emprunt, améliorer telle rentabilité, etc. Donc, c'est le moment, je pense, pour certaines entreprises, certains d'entre vous vont très bien. D'autres, peut-être, sont confrontés à des problèmes des impasses de trésorerie à terme. C'est le moment de mettre en place des solutions. Ce n'est pas évidemment la veille de l'impasse de trésorerie,
Sachant que, pour conclure avant vos questions que nous espérons nombreuses, notre allié le plus précieux, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'indépendant entrepreneur, c'est l'optimisme. Mais cet optimisme, c'est aussi notre ennemi. Tous les économistes comportementaux savent que les chefs d'entreprise sont atteints d'un biais d'optimisme qui leur font minimiser souvent les difficultés. Et il faut combattre ce biais d'optimisme et dire attention, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour éviter une impasse de trésorerie dans 3 mois, 6 mois ou un peu plus. Voici. Merci beaucoup, merci Guy, merci Jean-Luc. C'était passionnant comme d'habitude. Alors, sur cette première partie, voilà, il nous reste 10 minutes de questions-réponses, c'est parfait. Merci, hein, c'est très clair. J'apprends toujours aussi beaucoup de choses. J'espère ne pas avoir une entreprise zombie, moi non plus. En tout cas, j'essaie de ne pas garder la tête dans le sable, hein, et de rester en alerte. Alors, ce que je vous propose, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à simplement ouvrir votre micro. Juste avant, on avait une question qui est apparue dans le cadre de la présentation, une question d'Olivier. Au moment où, Jean-Luc, tu parlais de la construction nécessaire d'un budget pour pouvoir y voir clair. Et la question d'Olivier est la suivante. La construction du budget est effectivement un outil utile. Cela reste une projection incertaine et chronophage. Comment trouver le bon niveau de détail? On sent quelqu'un qui a un petit peu souffert dans les exercices budgétaires. J'ai des souvenirs comme ça de travail dans des groupes. Est-ce que vous avez un conseil pour Olivier, dont je sais qu'il travaille dans une entreprise, une PME, on va dire? Alors, certes, le budget, c'est toujours quelque chose de chronophage, on est bien d'accord, mais c'est tellement important d'avoir un outil de pilotage et de se donner les bons objectifs. Je veux dire, donc, on va perdre un petit peu de temps à réaliser ce budget, mais on va avoir quelque chose de concret complètement. Donc, la perte de temps, pour moi, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement qui va nous permettre de mieux appréhender l'avenir. On va se fixer des objectifs. Ces objectifs, ils vont être quantifiables. On va être, dans la mesure du possible, ils vont être réalisables et ça va être notre ligne de conduite, notre fil rouge pour l'année. Donc, ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est énormément et c'est surtout pour le bien de l'entreprise. Et il vaut mieux perdre un petit peu de temps à construire un budget, on est bien d'accord qu'il sera notre fil rouge tout au long de l'année, plutôt que de ne rien faire et puis de subir et de récupérer les éléments que vont nous transmettre les comptables ou nos experts comptables, je veux dire, a posteriori. On gère une entreprise en anticipant, on ne gère pas dans le rétroviseur. Quand on voit dans le rétroviseur, il est déjà trop tard. On ne peut plus intervenir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on fait une situation au 30 juin ou au 30 septembre, on anticipe notre résultat de fin d'année. Quand on a les comptes donnés par notre expert comptable au mois de mars ou au mois d'avril, comment voulez-vous réagir? Non seulement l'année antérieure, elle est perdue, mais vous avez en plus perdu les 4 premiers mois de l'année suivante. Donc, où est l'utilité de piloter une entreprise en regardant son rétroviseur? Voilà, je repose la question. Je vais réagir de manière différente parce que dit Jean-Luc, alors tous les budgets sont faux, c'est bien connu. Oui. Mais ils permettent d'établir la norme, ils permettent d'établir les conditions de la rentabilité, savoir par exemple quel est le chiffre d'affaires point mort, le chiffre d'affaires minimal à atteindre en fonction de frais fixes donnés pour faire le bénéfice. Et c'est important d'établir cette norme. Et ensuite, le plus intéressant après la construction du budget, qui Jean-Luc est indispensable, animer des comparaisons et des tableaux de bord trimestriels, voire mensuels. Et le sujet qui nous anime entre DAF aujourd'hui, c'est la question des outils. Alors, on est un peu pessimiste sur
début de la presse, mais on vit quand même une époque formidable, ne serait-ce que parce qu'on va peut-être se débarrasser peu à peu d'Excel, et on a de plus en plus d'outils en mode SaaS qui permettent de suivre la trésorerie, de faire des prévisions budgétaires, des CRM pour les factures clients, de gérer les feuilles de temps pour voir la rentabilité, pour comparer les frais de personnel consacrés à tel client. Donc on a et c'est un monde, tous ces outils mis à la disposition d'outils d'éditeurs de logiciels qui est passionnant. Mais notre job aujourd'hui en tant que DAF, je crois que ça consiste vraiment à choisir maintenant ces beaux outils, qui sont souvent des outils de pré-comptabilité, qui nous font gagner du temps par rapport aux sorties comptables. C'est d'aider nos clients à choisir les beaux outils qui correspondent à leur activité, industrie, service, à leur taille, éviter ce qu'on rencontre chez beaucoup de clients qui cèdent un peu au discours marketing des éditeurs de logiciels, un effet tour de Babel qui leur fait acheter un truc pour faire les factures, un autre pour suivre un autre logiciel pour suivre les feuilles de temps, un troisième pour intégrer, scanner par OCR, reconnaissance les factures fournisseurs, et on se retrouve avec beaucoup de flux d'informations qu'on a beaucoup de mal à réconcilier. Donc il faut penser peut-être soit des outils qui arrivent à tout faire, soit construire les ponts entre ces différents outils. Merci beaucoup. Merci Thomas pour le pouce. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Luc et Guy sur ces notions d'aide, d'accompagnement, de renégociation, d'échéance, de calendrier, de règlement, etc. Notamment, ou d'autres? Moi, j'aimerais juste rebondir encore sur la question d'Olivier, qui est de trouver le bon niveau de détail, parce qu'effectivement, je pense qu'on arrive assez facilement à convaincre un chef d'entreprise qu'il faut un budget s'il n'en a pas. Mais il faut éviter de construire une usine à gaz aussi. Donc, moi, j'ai travaillé plutôt dans des grands groupes et dans des PME de plus de 150. Donc, j'essaye de me diriger vers le temps partagé, donc en visant de 0 à 150. Et je ne sais pas exactement s'il y a une espèce de norme ou une fourchette qui dirait qu'il ne faut pas passer plus de, je sais pas moi, 2 jours pour le diagnostic, 5 jours pour le business plan, même si c'est étalé dans le temps. Ce type de données, est-ce que vous le faites en 2 jours, vous le faites en 10, voilà. Quel est le niveau de détail? Je le traduis plutôt, quel est le temps passé? Après, on sait bien que c'est difficile de généraliser, mais quel est le temps passé, quoi? Réponse de Normand, Laurent, ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de la culture de dirigeant, et je dirais que l'idéal, c'est un budget minimal qui serve vraiment le dirigeant, plutôt qu'un budget avec beaucoup de lignes qui ne va jamais être utilisé. Ah oui. Oui, c'est sûr qu'entre une entreprise industrielle qui manipule des quantités de composants, etc., enfin, tu vas avoir évidemment une lecture qui va être différente de certaines entreprises de services où ça va quand même être un peu plus... Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais aussi vu la complexité des flux, si vous encaissez tous les clients et qu'il n'y a aucun souci de trésorerie, c'est pas la même chose que si et vous avez juste à payer les fournisseurs au fil de leurs échéances, c'est pas la même chose si vous avez beaucoup de BFR, etc. Mais là-dessus, il y a toujours, je pense, toujours le sujet du bon sens, à la différence, à la rigueur, des grands groupes qui sont contraints par des normes qui deviennent finalement impératives pour tous les pays d'un groupe. L'avantage, à la rigueur, d'une PME, ça va être de pouvoir se poser les bonnes questions, de quoi on a vraiment besoin pour prendre les décisions. Est-ce qu'on doit nécessairement descendre à des sous-lignes de sous-lignes? Effectivement, pas forcément. Parce que ce n'est pas ça qui fera qu'à la fin, la trésorerie sera nécessairement impactée ou pas. Après, une imprécision plus une imprécision plus une imprécision, effectivement, ça fait une grosse différence. Mais j'imagine du coup que quand vous intervenez,
peut-être que vous définissez la durée du diagnostic après les premiers échanges en disant je vais peut-être faire 1 journée, 3 jours, mais vous vous réservez sur la durée de l'accompagnement en disant bon, on regardera après le diagnostic, quoi, et on vous fera un devis plus précis sur ce qu'il faut faire. C'est comme ça que ça marche. Oui, ben, la plupart du temps, alors c'est assez intéressant parce que quelle que soit finalement la fonction de laquelle on parle, même si on parle de marketing, on va nécessairement devoir faire un premier état des lieux, un premier diagnostic. Parce qu'on a les entrepreneurs optimistes qui pensent qu'ils font tout super bien et en réalité, il y a beaucoup de travail. Et puis ceux qui sont plutôt pessimistes, qui pensent qu'ils font plein de choses pas bien et en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Donc en finance, je sais que Guy et Jean-Luc procèdent de cette façon-là, font un premier état des lieux et ensuite proposent un nouveau devis aux clients en fonction de ce qu'ils ont vu puis de ce qui va intéresser aussi le client en termes de mise en place d'outils. Et c'est vrai que la géométrie, c'est vraiment la géométrie variable et on doit s'adapter déjà aux outils existants, c'est ce que disait Guy dans l'entreprise. Est-ce qu'on va vouloir rester sur les mêmes, pas vouloir rester sur les mêmes? Et puis, qu'est-ce que l'entreprise est prête? Est-ce qu'elle est prête à investir ou pas? Est-ce qu'on fait à minima ou pas? Voilà, tout ça, ça va prendre un temps différent aussi d'intervention. Mais c'est important d'avoir déjà fait le premier état des lieux avec son regard extérieur et de se dire, voilà, ah tiens, moi, de ce que je vois, oui, là, on va avoir un petit peu de boulot quand même. Je vais donner 2 exemples sur des dossiers très récents. Une entreprise de formation en sortie de crise, modèle simple, le nombre de formations, un pourcentage on sait combien coûte un formateur, combien coûtent les salles, donc c'est très rapide à faire. Donc là, le budget va être serré. Autre exemple, un fabricant de bijoux fantaisie, avec des prix de revient, des cours de l'or qui montent, des temps de fabrication par bijou, des centaines de références, des canaux de distribution, grands magasins, boutiques propres, web, à chaque fois avec des remises différentes. On rentre dans plus de complexité et on ne fera pas l'économie d'un travail beaucoup plus long. C'est vraiment une question de business model. C'est clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, un webinaire sur le calcul du BFR, tout à fait, Thomas. C'est effectivement c'est une bonne idée. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup.